Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend quand nous rentrerons à la maison. Brent n'a pas murmuré ces mots. Il n'a même pas essayé d'être discret. Sa voix, un sifflement bas et tranchant, a traversé le fin lin de la table, au-delà de la flamme vacillante de la lampe à gaz éclairant leur table privée dans la cour. C'était assez fort pour que le trio de jazz dans la salle à manger principale semble hésiter une fraction de seconde. Assez fort pour qu'un couple à l'autre bout du patio jette un coup d'œil, leur visage assombri par la curiosité avant de détourner rapidement le regard. La main de Camille se figea, la fourchette en argent à mi-chemin de sa bouche. Le poisson du golfe poêlé, qu'elle avait pris tant de soin à commander, car, Dieu nous en préserve, elle aurait choisi quelque chose de trop cher, ou de trop paysan, et lui aurait donné une autre raison de la critiquer, semblait soudain gris et sans vie dans l'assiette. Preuve. Preuve de quoi? Elle n'était jamais sûre. Sourire trop chaleureusement au serveur, regarder la fontaine trop longtemps. Respirer peut-être. Je t'ai posé une simple question, Camille. Brent se pencha en avant, son beau visage, celui qui avait charmé toutes ses amies, se tordant en un masque serré d'irritation. Sa mâchoire était serrée. Flirtais-tu avec ce serveur? Non. Sa voix sortit comme un souffle, plus petite qu'elle ne le voulait. J'ai juste dit, merci. C'est tout. Tu lui as souri. Je t'ai vu. J'étais poli, Brent. Tu n'as pas le droit d'être poli avec d'autres hommes. Sa main traversa la table, non pas pour elle, mais pour son verre de vin, qu'il vida d'une seule gorgée furieuse. Mais elle tressaillit. Un petit mouvement d'oiseau, et cette simple réaction scella son destin. Elle avait montré de la peur, et cela, dirait-il, était une confession. C'était le schéma. Une belle soirée. Son idée, toujours son idée, dans l'un des restaurants les plus chers de la Nouvelle-Orléans. Le Saône du Sia, le Champ du Cygne, situé dans un manoir créole restauré au cœur du quartier français. L'air était épais et doux avec l'odeur du jasmin, du cirieu nocturne, et la légère odeur humide et terreuse de la rivière. Cela aurait dû être romantique, mais cela commença, comme toujours, par le contrôle. Il avait commenté sa robe, une simple soie noire qu'elle avait choisie elle-même. Un peu simple, tu ne trouves pas? Tu es une artiste. Tu devrais être plus vibrante, avait-il dit. Malgré le fait que la semaine dernière, quand elle avait porté une robe bleue, il lui avait dit qu'elle ressemblait à une enfant. Il avait critiqué son art, sa passion. Cette phase sombre, Camille, ce n'est tout simplement pas commercialisable. C'est déprimant. Pourquoi ne peins-tu pas de beaux paysages lumineux comme ceux du hall de l'hôtel? Et puis inévitablement quelque chose le mettrait en colère. Un affront imaginé, un regard trop long. Et elle en paierait le prix. Pas ici, pas en public. Il était trop intelligent pour ça. Mais plus tard dans la voiture, son silence une couverture suffocante. Et à la maison, dans leur appartement, où les vraies discussions commenceraient. Ces discussions. Elle commençait toujours par lui bloquant l'entrée de la chambre. Elle continuait avec elle, pressée contre le mur, sa voix montant, son visage trop près, ses mots la dépouillant méthodiquement pièce par pièce, lui disant qu'elle était ingrate, instable, qu'elle ne serait rien sans lui, que son art était une blague. Elle se terminait toujours par elle s'excusant pour des choses qu'elle n'avait pas faites, promettant d'être meilleure, pleurant dans son oreiller pendant qu'il dormait profondément, sa colère purgée. Elle était avec lui depuis 2 ans. 2 ans de cette lente érosion. Elle baissa les yeux vers le lourd médaillon en argent orné autour de son cou. Il le lui avait donné, une antiquité qu'il avait trouvée lors d'une vente aux enchères. Il m'a appelé, avait-il dit. Il veut être avec toi. Elle l'avait toujours détesté. Il était froid contre sa peau, même lors des nuits les plus humides de Louisiane. Il ressemblait, pensa-t-elle, à une chaîne. Mange ta nourriture, claqua Brent, jetant sa serviette sur son assiette. Tu fais une scène. Les gens nous regardent. Elle faisait une scène. Bien sûr, c'était toujours de sa faute. Camille tendit de nouveau la main vers sa fourchette, mais sa main tremblait maintenant. L'élégante cour avec ses briques drapées de mousse et sa fontaine doucement bouillonnante se brouilla à travers les larmes qu'elle refusait de laisser tomber. Pas ici. Cela ne ferait qu'empirer les choses. Elle ne remarqua pas l'homme à la table voisine. Pas au début. Il était assis seul, ce qui était inhabituel pour un samedi soir dans un endroit comme celui-ci. La plupart des tables étaient pour des couples comme le sien ou de grands groupes bruyants en fête. Cet homme était assis à une table de choix, légèrement à l'écart, ombragé par un grand magnolia tombant. Il semblait avoir été sculpté dans la nuit elle-même. Il portait un costume, non pas moderne, mais intemporel. Un gris anthracite foncé si parfaitement, taillé qu'il semblait bouger avec lui comme une seconde peau. Ses cheveux étaient noirs, balayés en arrière d'un visage à la fois beau et sévère. Il semblait sans âge.
Il aurait pu avoir 30 ou 50 ans. Il avait le genre de visage qui appartenait à une vieille pièce de monnaie romaine. Une mâchoire forte, un nez noble et droit et des pommettes qui semblaient assez acérées pour couper. Et ses yeux. Ils étaient actuellement fixés, non pas sur elle, mais sur Brent. Camille croisa son regard par accident, alors qu'elle tendait la main vers son verre d'eau. Les yeux de l'homme se posèrent sur elle pendant un seul instant électrique. Ils n'étaient pas noirs. Dans la faible lumière du gaz, il semblait impossible, d'un gris-violet profond, comme un crépuscule orageux. Dans ce bref instant, elle vit quelque chose traverser ses traits. Pas de la reconnaissance, pas de l'intérêt, mais quelque chose de plus profond, une évaluation. Puis, tout aussi rapidement, son regard revint sur Brent, plat et froid, et absolument immobile. Il avait entendu. Bien sûr qu'il avait entendu. Brent avait pratiquement crié. Une vague de honte brûlante submergea Camille. C'était déjà assez grave de vivre ce cauchemar. C'était une agonie d'avoir un témoin. Surtout un témoin comme lui, qui rayonnait d'une puissance calme et sans effort, qui faisait paraître la colère bruyante de Brent enfantine et pathétique. Elle essaya de se faire plus petite dans sa chaise, souhaitant pouvoir fondre dans le fer forgé. « Je vais aux toilettes des hommes », annonça brusquement Brent, sa chaise raclant la pierre. Il se pencha, son souffle chaud et aigre de vin contre son oreille. « Ne pense même pas à aller quelque part. Nous n'avons pas fini. » Il s'éloigna, bousculant un serveur sans s'excuser. Camille expira pour ce qui lui sembla être la première fois de la nuit, son corps entier tremblant. C'est alors que l'homme de la table voisine bougea. Il ne se leva pas d'une manière qu'elle comprenait. Un instant, il était assis, une statue dans l'ombre. L'instant d'après, il se tenait à côté de sa chaise, ayant traversé les 3 mètres entre leurs tables en un silence total. Elle ne l'avait même pas vu se lever. Il apparut simplement, tenant son verre de vin, le liquide à l'intérieur aussi sombre que du sang. Il se glissa dans la chaise vide de Brent, comme s'il avait été invité. La tête de Camille se releva brusquement, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé. « Quoi ? Qu'est-ce que tu es ? » ?»« Mon nom est Auguste. » Sa voix était profonde, mélodieuse, avec un accent léger et indéfinissable. En partie français, en partie quelque chose de plus ancien, de plus doux. « Et tu dois m'écouter très attentivement, Camille. Ton petit ami sera de retour dans moins d'1 minute. Sonko eur se serra. S'il te plaît, tu ne comprends pas. S'il te voit ici, il sera furieux. Il ne te fera pas de mal ce soir. » Auguste l'affirma non pas comme une promesse, mais comme un fait simple et indiscutable. Il posa son verre. Il n'avait pas touché la nourriture devant lui, réalisa-t-elle. Sa propre table était vide, à l'exception du vin. « Tu ne sais pas ça ?» murmura-t-elle, ses yeux se dirigeant vers l'entrée du restaurant. « Tu ne le connais pas, oh, mais si. » Les yeux sombres et impossibles d'Auguste retinrent les siens. « Je connais son genre. Je les ai observés pendant des siècles. » Son souffle se coupa à l'étrange tournure de phrase. « Ce sont de petits hommes creux qui se croient des dragons. Ils trouvent quelqu'un avec de la lumière. » Son regard passa sur elle. « Quelqu'un de gentil. Et ils se nourrissent de cette lumière, morceau par morceau, te vidant jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la peur. » Quelque chose dans la façon dont il le disait si factuellement, si cliniquement précis, lui serra la gorge. « Je vais bien, » dit-elle automatiquement. Le mensonge qu'elle racontait à tout le monde, à ses amis, à sa famille. « Vraiment ? Oui. Il a juste. Il a un tempérament, mais il ne veut pas dire. Il veut dire chaque mot. » Auguste se pencha légèrement en avant. Son parfum l'enveloppa. Pas du parfum, mais quelque chose de propre et de froid, comme l'air hivernal et la vieille pierre. « Et ça empire. Tu le sais déjà. » Elle le savait. Que Dieu l'aide. Elle l'a fait. Pourquoi cela t'intéressait-il ? La question sortit plus amère qu'elle ne l'avait voulu. « Tu ne me connais même pas. » Un éclair d'une émotion illisible traversa son visage. « Disons simplement que j'ai une aversion intense pour les brutes et que je suis un mécène des arts. » Ton arteku. Camille se fija. « Quoi ? J'ai vu ton travail. Les croquis au fusain de la cathédrale Saint-Louis. Ce que tu pensais que personne n'avait acheté dans cette petite galerie de Royal Street. Ce que tu pensais que personne n'avait acheté dans cette petite galerie de Royal Street. Tu as acheté ça ? Je collectionne les choses qui me parlent, dit-il. Et je n'aime pas voir le talent gâché. » Il fit une pause. Il revient. La tête de Camille se tourna vers l'entrée. Brent traversait la salle à manger principale, le visage marqué d'un froncement de sourcils orageux. La panique, froide et vive, lui serra la poitrine. « S'il te plaît, siffla-t-elle. Tu dois partir maintenant. Il te fera du mal. »
Il ne me verra pas. Auguste ne bougea pas. Il ne jeta même pas un coup d'œil en direction de Brent. De quoi parles-tu? Il est juste là. S'il te plaît, pars. La question n'est pas de savoir s'il me verra, Camille. La voix d'Auguste était incroyablement calme. La question est, souhaites-tu rester invisible? Veux-tu de l'aide? Ou veux-tu continuer à prétendre que cette possession est de l'amour? Les mots la frappèrent comme un coup physique. Avant qu'elle ne puisse répondre, Brent arriva. Qu'est-ce que c'est que ça? Rugit-il, son visage passant du rouge au violet marbré. Qui diable êtes-vous? Auguste se leva, non pas rapidement, mais avec fluidité, comme une ombre qui se déploie. Il était plus grand que Brent de plusieurs centimètres. Et là où Brent était trapu et musclé grâce à la salle de sport, Auguste était mince et gracieux. Pourtant, il dégageait une aura de puissance dense et enroulée qui rendait la présence physique de Brent insignifiante. Brent fit même un pas en arrière involontaire. « Je suis quelqu'un qui apprécie l'art, » dit Auguste, sa voix calme et égale. « Et je n'aime pas les troubles publics. Vous menaciez la dame. Ce ne sont pas tes putains d'affaires, mon pote. » La main de Brent se serra en un poing. Il attrapa le bras de Camille, ses doigts s'enfonçant dans sa peau. « Camille, prends tes affaires. Nous partons. » L'instinct, l'obéissance et la terreur firent que Camille commença à se lever de sa chaise, mais la voix d'Auguste, douce comme de la soie mais forte comme l'acier, l'arrêta. « Elle ne va nulle part avec toi. » Le restaurant était devenu absolument silencieux. Le jazz s'était arrêté. Tous les convives dans la cour regardaient. Brent Rit. Un son dur et laid. « Écoute, mon pote. Je ne sais pas qui tu penses être. » Un fantôme tourna toute son attention vers Brent. Il ne s'est pas présenté. Il n'a pas donné de nom. Il a simplement regardé. L'air dans la cour, déjà lourd, devint écrasant. La flamme de la lampe à gaz de leur table vacilla et diminua, projetant de longues ombres dansantes. Camille sentit la pression chuter, un poids physique dans ses oreilles. Les yeux gris-violets d'Auguste semblèrent s'assombrir, les pupilles s'élargissant jusqu'à n'être plus que 2 flaques de nuit absolue. Brent, qui avait bombé le torse, s'arrêta soudain. Il cligna des yeux. Un air de profonde confusion traversa son visage. Il relâcha le bras de Camille, sa propre main se levant pour se frotter les tempes. « Vous ne vous sentez pas bien ?» dit Auguste. Sa voix n'était pas une question. C'était une affirmation. C'était un bourdonnement profond et résonnant que Camille sentait dans ses os, à peine au-dessus de la portée de l'ouïe. Brent vacilla sur ses pieds. « Ma tête, je ne me sens pas bien. »« Vous avez une terrible migraine, » continua Auguste, son regard inébranlable. « La lumière est trop vive. La musique est trop forte. Vous devez partir. Vous devez rentrer chez vous. Allongez-vous dans une pièce sombre. »« Waze, Mamona Brent. » Ses yeux étaient vitreux, sa rage complètement éteinte, remplacée par une douleur sourde et vide. « C'est trop bruyant ici. »« Yeah. Je dois y aller. » Il regarda Camille, mais son regard glissa juste devant elle comme s'il ne pouvait pas tout à fait se concentrer. « Yeah. Je te verrai à la maison. » Il se retourna, trébucha et s'éloigna. Il heurta une chaise vide, se redressa avec une excuse maladroite et disparut par l'arche principale. Un homme se déplaçant dans un rêve. Le silence qu'il laissa derrière lui était absolu. Camille tremblait si fort qu'elle pouvait à peine rester sur sa chaise. Elle fixa Auguste, qui se retourna calmement, prit son verre de vin sur sa table et retourna à la sienne. Il s'assit, l'image de la parfaite sérénité, comme s'il venait de complimenter le chef. Les autres convives, après un moment, recommencèrent lentement à parler, leur voix étouffée, jetant des regards nerveux. « Quoi? Que as-tu fait » murmura Camille, sa voix tremblante. Auguste la regarda de l'autre côté de la petite distance. « J'ai simplement suggéré qu'il parte. » Il fit signe au serveur, le même que Brent avait en colère, qui s'approcha de la table d'Auguste avec une rapidité et une déférence presque effrayantes. « Apportez à mademoiselle. » Camille une tasse de thé chaud, ordonna Auguste, sa voix redevenue normale. « Et l'addition pour les 2 tables, et faites-moi apporter ma voiture. » Le serveur hocha la tête. « Oui, monsieur », il salua monsieur Auguste, et s'enfuit. Le personnel le connaissait donc, connaissait son nom. Camille resta figée, son esprit s'emballant, essayant de traiter ce qu'elle venait de voir. La rage de Brent, l'apparition de l'homme, l'impossible chose qui venait de se produire. « Vous êtes en sécurité », lui dit Auguste, sa voix douce, mais portant facilement à travers l'espace. Il ne se souviendra pas de cela. Il rentrera chez lui, dormira, et se réveillera demain avec un mal de tête lancinant et un vague sentiment de malaise.
Il aura oublié pourquoi il était en colère. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix se brisant. Un petit fantôme de sourire effleura ses lèvres, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Je suis un citoyen concerné, un homme qui, il se trouve, possède cet établissement, et plusieurs autres. » Il fit une pause, ce regard aigu et évaluateur revenant. « Brent n'est pas seulement un homme cruel, Camille. C'est un homme insensé. Il s'adonne à des choses qu'il ne peut pas vraiment contrôler. » Cette nouvelle information transperça son choc. Elle résonnait avec le médaillon froid à son cou, avec les étranges livres qu'elle avait vus cachés, ceux avec des symboles et des diagrammes étranges. « Quoi ? Que voulez-vous dire ? Ce que Auguste a dit est une conversation pour un endroit plus privé, et vous ne pouvez pas rentrer chez vous ce soir. Mais vous avez dit qu'il oublierait. » Il oubliera la confrontation, corrigea Auguste. Auguste corrigia. Mais il n'oubliera pas sa colère. Quand ma suggestion s'estompera, cette rage reviendra et elle sera dirigée contre vous. Il saura que vous l'avez quitté, que vous l'avez défié en public. Il vous attendra. La vérité de cela la frappa avec la force d'un coup physique. Il avait raison. Auguste se leva de nouveau. Le serveur était revenu avec son thé, qu'il ignora, et un petit dossier relié en cuir, qu'il ignora également. Il revint vers elle, cette fois à un rythme humain. Il s'arrêta non pas à la chaise, mais à côté d'elle. « Vous avez un choix, Camille, » dit-il doucement, sa voix n'étant destinée qu'à elle. « Vous pouvez rester ici, boire votre thé, et rentrer chez vous à la vie que vous connaissez. Il finira par vous trouver, ou vous pouvez venir avec moi tout de suite, et je vous montrerai pourquoi il s'intéressait tant à vous en premier lieu. » Il tendit son bras, un geste de gentleman à l'ancienne. « Votre vie est à un carrefour, » dit-il. Ses yeux gris-violets fixant les siens, la lumière du gaz se reflétant dans leur profondeur. Il est temps de choisir un nouveau chemin. La main de Camille, encore tremblante, se sentit déconnectée de son corps alors qu'elle la posait sur le bras tendu. Le tissu de son costume était incroyablement fin, mais frais au toucher, et en dessous, son bras était aussi inflexible que du marbre. Elle sentit une légère vibration vibrante de lui, un calme si profond qu'il ressemblait à un son à basse fréquence. Elle se leva. Ses jambes étaient faibles, mais il soutenait son poids sans effort. Il ne la tira pas. Il attendit simplement. Elle regarda leur table, le poisson à moitié mangé, le vin renversé du geste précédent de Brent, les 2 verres. Cela ressemblait à une scène de crime, un instantané d'une vie qu'elle vivait en ce seul moment de folie. « Mon sac à main » murmura-t-elle, l'abandonnant. « Il est déjà dans la voiture » dit Augusta. Elle ne l'avait pas vu le toucher. Elle ne l'avait pas vu faire quoi que ce soit. Il la guida non vers la sortie principale où Brent avait trébuché, mais par une petite porte voûtée privée à l'arrière de la cour, dissimulée par une cascade de jasmin. Le parfum était enivrant, doux et sauvage. Le serveur de tout à l'heure se tenait là, la tête baissée. Il ouvrit le portail en fer. « Monsieur. » « Auguste, » dit le serveur, sa voix étouffée par une révérence qui allait au-delà du simple service. « Le dérangement est réglé, Gérard. » Auguste dit, « Mes compliments au chef. La nuit est par ailleurs parfaite. »« Bien sûr, monsieur. » Le serveur ne regarda pas Camille. Il tint simplement le portail tandis qu'il passait dans une ruelle étroite éclairée au gaz, les briques humides sous leurs pieds. L'air dans la ruelle était différent. L'air épais et humide de jasmin de la cour avait disparu, remplacé par un froid stérile et soudain. Au bout de la ruelle, une voiture attendait. Ce n'était pas une voiture, pensa Camille, mais plutôt une ombre prenant forme. Une Rolls-Royce noire vintage, un modèle des décennies passées. Pourtant, elle était polie à un tel point qu'elle ressemblait à un miroir liquide noir parfait qui semblait absorber la lumière du gaz plutôt que de la refléter. Un homme, aussi grand et mince qu'un roseau, vêtu d'un uniforme de chauffeur, ouvrit la porte arrière. Lui aussi se déplaçait avec une économie de mouvements troublante et silencieuse. Camille se glissa sur le siège en cuir. Il était moelleux mais froid, comme si la voiture avait été dans une cave. Auguste plia sa grande silhouette dans la voiture à côté d'elle, et la porte se referma avec un lourd bruit sourd final, les enfermant dans un silence absolu. Le moteur ne démarra pas. Il n'y eut pas de rugissement, pas d'allumage. La voiture se mit simplement en mouvement, glissant sur les anciens pavés inégaux du quartier avec une douceur qui semblait impossible. Camille regarda par la fenêtre, observant les balcons familiers en fer forgé et les barres lumineux du vieux carré défiler comme un rêve. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. Elle était dans une voiture avec un homme qui avait quoi ? Hypnotize Brent? Lui avait donné un AVC? Elle était folle. Elle avait échappé à un monstre pour être piégée avec un autre, bien plus puissant et inconnu. « Vous avez beaucoup de questions, » dit Auguste,
sa voix parfaitement égale dans l'habitacle silencieux. Il ne la regardait pas, il fixait droit devant lui, son profil une sculpture ciselée et sans émotion. Vous l'avez blessé, balbutia-t-elle, les mots se coinçant dans sa gorge. Je ne l'ai pas fait, répondit-il. La correction fut immédiate et précise. Je l'ai influencé. J'ai suggéré une ligne de conduite qui le retirerait de votre présence avec le moins de dommages collatéraux possible. Il arrive en ce moment à votre appartement commun, convaincu d'avoir une migraine débilitante. Comment? Comment avez-vous fait? De la même manière que je connaissais votre nom. De la même manière que je savais qu'il serait là ce soir. De la même manière que je connais le médaillon autour de votre cou. La main de Camille vola à sa gorge, ses doigts effleurant l'argent froid et lourd. Qu'en est-il? Ce n'est pas une antiquité, dit Auguste en tournant la tête pour la regarder pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans la voiture. Ses yeux gris-violets semblaient luire faiblement dans l'obscurité. C'est un lien, un point focal. Il l'a utilisé pour se nourrir de toi. Une peur froide et glaciale, plus profonde que tout ce que Brent lui avait jamais fait ressentir, l'envahit. Se nourrir de moi? De quoi parles-tu? C'est insensé. Est-ce plus insensé que ce que tu as vu au restaurant? Il a rétorqué. Est-ce plus insensé que la rage d'un homme disparaissant en un instant? Ou est-ce peut-être la seule chose qui donne un sens à toutes les autres petites folies? L'épuisement que tu ressens et qui va au-delà du sommeil. Le blocage créatif qui te tourmente depuis un an. Le sentiment que tu es en train de disparaître. Il venait de raconter la dernière année de sa vie. Le lent brouillard rampant qui s'était installé sur son esprit, son art, son âme même. Elle l'avait attribué à la dépression, aux critiques constantes et incessantes de Brent. Il m'a dit que c'était ma phase sombre, murmura-t-elle, le souvenir la piquant. Il a orchestré ta phase sombre, dit Auguste, sa voix plate, froide. Brent n'est pas seulement un tyran, Camille. C'est un parasite. C'est un membre d'une petite et pathétique secte qui se fait appeler le cercle d'Uraoro. Il s'adonne à des textes qu'ils ne comprennent pas, cherchant un pouvoir qu'ils n'ont pas gagné. Ce sont pour la plupart des imbéciles inoffensifs et délirants. Mais Brent t'a trouvé. La voiture avait quitté le quartier. Elle traversait maintenant le Garden District, mais sur des rues qu'elle ne reconnaissait pas, des rues qui semblaient plus sombres, les maisons plus en retrait, les chênes anciens pleurant de la mousse espagnole si épaisse qu'elle masquait le ciel. Il a été attiré par toi, continua Auguste, sa voix tombant dans ce rythme mélodique, presque hypnotique. Non pas par ta beauté ou ta gentillesse, mais par ta lumière, ton énergie. L'âme d'une artiste. Elle brille pour ceux qui peuvent voir. Et lui, à sa manière pathétique et maladroite, voulait la voler, l'utiliser pour alimenter ses propres petits rituels tristes. Ce médaillon était son encre, un moyen de te vider, de te maintenir attaché et faible. Camilla s'ha sentit mal. Elle voulait arracher le médaillon de son cou, mais ses doigts étaient engourdis. La voiture ralentit, tournant dans une rue qui ne pouvait pas exister. C'était un tunnel de chênes, leurs branches si entrelacées qu'elles formaient une canopée d'une obscurité totale. Au bout, 2 immenses portails en fer forgé se tenaient ouverts comme s'ils attendaient leur arrivée. La voiture ne s'arrêta pas. Elle glissa à travers eux et un brouillard, une épaisse brume blanche et surnaturelle tourbillonna autour de la voiture, obscurcissant tout. Lorsque la brume se dissipa, elle retint son souffle. Ils étaient devant une maison. Non, un manoir. C'était une vieille maison de style antébellum, mais plus grande, plus sombre. 3 étages de colonnes blanches délavées, de volets sombres et une galerie enveloppante. Elle était parfaitement conservée, pourtant elle semblait inhabitée depuis 100 ans. C'était un mausolée de blanc et de noir, situé dans un jardin envahi de roses, de glycines et de fleurs sombres inconnues. Leur parfum lourd et doux dans l'air. La voiture s'arrêta. Le chauffeur était déjà à sa porte, la tenant ouverte. « Où sommes-nous » souffla Camille. « Chez nous » répondit simplement Auguste. « Ma maison, un endroit qui a été hors des cartes pendant très longtemps. » Il la conduisit sur les larges marches de pierre. Les lourdes portes en bois sombre s'ouvrirent d'elles-mêmes, révélant un foyer si vaste qu'il aurait pu contenir tout son appartement. Un grand escalier sculpté dans un bois si sombre qu'il était presque noir, se fendait et s'élevait en courbe dans l'ombre. L'air à l'intérieur était frais, immobile et sentait les vieux livres, la cire d'abeille et quelque chose de légèrement épicé, comme des roses séchées. Il n'y avait pas une seule poussière. « Vous êtes en sécurité ici, » dit-il, sa voix résonnant légèrement dans l'immense espace. « Personne ne peut entrer dans cette maison ou sur ces terres sans mon invitation expresse. Et je n'ai jamais, de ma longue vie, invité Brent. » Il la conduisit dans une vaste bibliothèque. Les murs étaient couverts de livres du sol au plafond.
Un feu brûlait dans l'énorme cheminée en pierre, bien que la nuit fût humide et chaude. Il projetait une lumière dorée vacillante sur la pièce, mais ne semblait produire aucune chaleur. Il s'approcha d'un fauteuil en velours moelleux. Elle s'y enfonça. Maintenant, dit-il, debout devant le feu, la lumière le dessinant. Vous m'avez demandé ce que je suis. Il est juste que vous connaissiez le nom de votre hôte. Vous avez acheté mes tableaux, dit-elle, son esprit s'accrochant au seul fait normal. Oui, il se retourna. La lumière du feu jouait sur ses traits, faisant paraître ses yeux gris-violet brûlés. J'ai observé votre monde et le sien pendant très longtemps. J'ai eu de nombreux noms. J'ai vu cette ville surgir d'un marais. J'ai vu des empires tomber. J'ai vu des hommes comme Brent, poussés par l'avidité et une soif de pouvoir qu'ils prennent pour la vie, s'élever et être écrasés encore et encore. Vous n'êtes pas humain, murmura-t-elle. Les mots restèrent suspendus dans la pièce silencieuse et ancienne. Non, dit-il. L'aveu était simple, sans drame. Je ne le suis pas, vous êtes un. Elle ne pouvait pas prononcer le mot. C'était un mot d'enfant. Un mot tiré de romans et de films bon marché. Un léger sourire triste effleura ses lèvres parfaites. Un vampire. Oui, vos mythes sont colorés et largement inexacts. Mais l'essence est vraie. Je suis une créature de la nuit. Je suis ancien et je suis une partie. Je suis le roi, comme il m'appelle, des ombres de cette ville. Camille aurait dû crier. Elle aurait dû courir. Mais où courait-elle? Retourner auprès de Brent? Retourner auprès de l'homme qui buvait littéralement son âme. Ici, dans cette maison impossible avec cet homme impossible, le monde s'est soudainement, et de manière terrifiante, mis au point. C'est beaucoup, réussit-elle à dire, sa voix tremblante. Je suis au courant. Une nouvelle panique la saisit, vive et soudaine. Mon art, mes carnets de croquis, tout mon travail, mes fournitures, tout est à l'appartement. Il va le détruire. Quand il réalisera que je suis parti, il détruira tout. Il ne le fera pas. Le calme d'Auguste était absolu. Il sortit un smartphone mince et moderne de son costume intemporel. L'anachronisme était déroutant. Il appuya sur un seul bouton de l'écran, un contact sans nom, juste un simple sigil stylisé. Il ne parla pas. Il tint le téléphone un instant avant de raccrocher. Qu'est-ce que c'était? Une convocation. Mon personnel de maison est très efficace. Il se dirigea vers un buffet, versant un liquide sombre dans un verre en cristal. Il le fit tournoyer. C'était trop sombre pour être du vin. Tu ne peux pas y retourner, Camille. Ni pour tes affaires, ni pour rien. Mais ma vie est dans cet appartement. Non, dit-il en se retournant, son regard intense. Ta prison était dans cet appartement. Ta vie est ce que tu as choisi quand tu as pris mon bras. Un silence s'installa. Camille s'assit, l'esprit en ébullition, essayant de reconstituer les fragments brisés de sa réalité. Un roi vampire, un culte des arts sombres, un médaillon magique, et elle était assise dans sa bibliothèque près d'un feu froid comme si c'était un mardi normal. Moins de 20 minutes plus tard, un bruit du foyer rompit le silence. Un doux coup respectueux à la porte entr'ouverte de la bibliothèque. Entrez, René, dit Auguste. Le chauffeur, l'homme prêt et silencieux, entra. Il était suivi de deux autres hommes vêtus du même uniforme sombre et simple. Ils se déplaçaient avec la même grâce fluide impossible. Ils portaient les portfolios de Camille, ses boîtes de fusains et de peinture, son chevalet plié, et 3 grandes valises noires unies. Ils les posèrent soigneusement près de la porte, un tas net et ordonné. Tout ça? Auguste demanda, sans les regarder. Tout ce qui était à elle, monseigneur. La voix de René était un murmure sec comme des feuilles qui bruissent. L'appartement est tel qu'il était, sauf pour son absence. L'autre dort toujours sur le canapé, comme vous l'avez ordonné. Et le médaillon? René leva une main. Pendant de ses doigts gantés, il y avait le lourd médaillon d'argent, sa chaîne brisée. Il a résisté, monseigneur. Il ne voulait pas quitter son hôte. Auguste glissa à travers la pièce. Il ne prit pas le médaillon. Il tint simplement sa main ouverte, paume vers le haut, à quelques centimètres en dessous. Il ferma les yeux un instant. Le médaillon commença à trembler. Un léger filet de fumée noire et huileuse s'échappa de l'argent, comme en une agonie. Le médaillon lui-même s'assombrit, se ternit, comme si des siècles d'âge s'étaient abattus sur lui en une seconde. Puis il fut immobile. Il est inerte, dit Auguste, ouvrant les yeux. Il fit un signe de tête à René. Débarrassez-vous-en. René s'inclina, un geste à la fois soumis et profondément sinistre, et elle et les autres disparurent aussi silencieusement qu'ils étaient arrivés.
Camille regarda la pile de ses affaires, toute sa vie, déménagée en moins de 20 minutes sans clé pendant que son agresseur dormait dans la pièce voisine, inconscient. L'ampleur du pouvoir, la logistique de tout cela était aussi terrifiante que le surnaturel. Elle s'approcha de la pile, sa main tremblante alors qu'elle touchait son plus grand portfolio. C'était réel. Une nouvelle pensée soudaine la traversa. Elle se retourna, regardant d'abord la pile, puis Auguste. Mon amie Sophie. Elle est censée me rencontrer demain. Elle sait. Elle sait que j'étais malheureuse avec Brent. Elle était inquiète. Elle ira à l'appartement. Brent lui fera du mal pour m'atteindre. Il ne le fera pas, dit Auguste. Il ne sait pas où vous êtes et bientôt il sera distrait. Distrait? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'ai été patiente, Camille. Mais ma patience n'est pas infinie. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin brumeux et impossible. Maintenant, nous devons voir ce que fait le rat quand il découvre que le fromage a non seulement bougé, mais que le piège dans lequel il se trouvait a été révélé. Il fut interrompu par un nouveau son, une vibration bourdonnante et dure. Cela venait de la poche de son manteau, qui était drapée sur l'une des valises. Le sang de Camille se glaça. C'était son téléphone. Elle avait été si frénétique. Elle n'y avait même pas pensé. Brent avait dû le mettre dans sa poche. Avant qu'elle ne puisse bouger, Auguste était devant elle. Il n'avait pas traversé la pièce. Il était simplement là. Sa main était levée, un ordre silencieux d'arrêter. Le téléphone bourdonna de nouveau, avec colère sur le sol. L'écran s'alluma. Brent, il est réveillé, murmura-t-elle, la voix étranglée par la terreur. La suggestion, elle s'est dissipée. Non, dit Auguste, les yeux fixés sur l'écran lumineux, le visage masqué par une froide fureur. Il a été réveillé. Il la regarda et pour la première fois, elle vit autre chose que le calme et le contrôle dans ses yeux. Elle vit le prédateur. Il semble, dit-il, sa voix un grognement bas et dangereux, que le stupide petit couvent de M. Brent ne soit pas aussi inoffensif que je le croyais. Quelqu'un a brisé mon emprise. Le bourdonnement du téléphone était un cri dans le silence ancien. Le nom de Brent sur l'écran était une invasion. Camille se figea, son premier instinct étant de fuir, mais Auguste était déjà en mouvement. Ne le touche pas, ordonna-t-il, sa voix un grognement sourd. Il n'appelle pas seulement. Il cherche. Ce téléphone est un phare. Sa congrégation lui avait donné un moyen de voir. Avant qu'elle ne puisse réagir, Auguste arracha le téléphone de son manteau. Il ferma simplement son poing. Le bruit du plastique qui craque et du verre qui se brise fut net et définitif. Le bourdonnement s'éteignit. Il ouvrit sa main et les restes mutilés de son téléphone tombèrent sur le sol. Ça n'aura pas d'importance, murmura Camille, une nouvelle terreur plus vive la transperçant. Sophie, il sait que c'est mon ami. Il ira la voir. Auguste, il sera mon seigneur. Le chauffeur silencieux, René, était simplement là, debout dans l'embrasure de la porte. Son visage était impassible, mais sa présence était urgente. Nous sommes en retard. La femme, Sophie, a été enlevée de son appartement il y a 5 minutes. Non. Les jambes de Camille fléchirent. René brandit une seule enveloppe blanche. Il a laissé ceci épinglé à sa porte. Auguste l'ouvrit en la déchirant. Ce n'était pas une lettre. C'était un polaroïd. Sophie, les yeux écarquillés de terreur, la bouche bâillonnée, attachée à un ange de pierre en pleurs. Le vieux jardin de Saint-Jude, s'étrangla Camille, reconnaissant la statue. C'est abandonné. Au dos, un message calligraphié. Apport Camille. Viens seul, vampire, où la fille apprendra ce qui arrive quand elle garde ce qui n'est pas à elle. Il sait, murmura-t-elle, fixant le mot. Il pense qu'il sait, corrigea Auguste, sa voix d'une douceur mortelle. La photo dans sa main éclata en une flamme bleue froide, se transformant en cendre. Sa congrégation lui a donné des bribes de savoir. Ils l'ont rendu arrogant. Je m'en occuperai. Tu resteras ici, où tu es en sécurité. Non. Le mot était petit, mais c'était de l'acier. Auguste s'arrêta, tournant la tête. Non, répéta-t-elle, se levant. Il fait ça parce qu'il pense que je suis une propriété. Il l'utilise pour prouver qu'il peut encore me contrôler. Si je me cache ici, si je te laisse te battre pour moi, il gagne. Il aura prouvé que je ne suis qu'une chose à passer d'un propriétaire à l'autre. C'est aussi mon combat. Je ne me cache plus. Auguste l'étudia un long moment. Très bien. Nous allons la chercher. La fureur dans ses yeux fut rejointe par un nouveau respect. Ce sera dangereux.
Je ne peux pas garantir votre sécurité en dehors de ces murs. Je n'ai jamais été en sécurité avec lui de toute façon, dit Camille. Auguste hocha la tête d'un mouvement sec et unique. René, la voiture. Le jardin de Saint-Humarjude était un labyrinthe de tombes en ruines et de roses envahies, épais d'un brouillard qui semblait s'accrocher au sol. Au centre de la clairière, Sophie était attachée à l'ange pleureur. Brent se tenait devant elle, les yeux écarquillés et maniaques, brillant d'une lumière triomphante. Il tenait un couteau cruel, courbé, d'apparence ancienne. « Elle est venue, » rit Brent, un son aigu et craquant. « Je savais que tu l'amènerais. » Derrière les tombes, 3 figures vêtues de robes émergèrent, tenant de longues et pointues tiges de fer forgé. « Tu ne donnes pas d'ordre ici, vampire, » cracha Brent. « Terre consacrée. Ton pouvoir est diminué. Je reprends ce qui est à moi. » « Elle n'a jamais été à toi, » dit Camille, sa voix tremblante mais claire. « Tais-toi, » hurla Brent. « Tu ne parles pas. Tu es à moi. » Il fit un signe de tête au couvent. « Prenez-le. » Les 3 figures chargèrent. Auguste était un flou d'ombre. Avant que le premier ne puisse même lever sa lance, il y eut un bruit d'os qui se brisait, et il tomba. Le second s'élança, et Auguste utilisa l'arme de l'homme comme levier, le projetant de tout son corps dans une crypte. Mais le troisième n'était pas allé chercher Auguste. Il était allé chercher Camille. Elle cria alors que la figure s'élançait, la pointe de fer visant sa poitrine. Elle n'eut pas le temps de réfléchir. Elle attrapa une lourde urne rouillée sur un piédestal et la balança de toutes ses forces. La tige de fer et l'urne en céramique se rencontrèrent avec un craquement écœurant. La tige fut déviée et le membre du couvent regarda, choqué, avant que Camille ne balance à nouveau la lourde urne, le frappant sur le côté de la tête. Il s'écroula. Elle se tenait haletante, la lourde poterie toujours dans ses mains. Elle avait riposté. Camille, elle se retourna. En cette fraction de seconde, Brent avait attrapé Sophie, la tirant de la chaise. Il avait le couteau ancien pressé contre la gorge de Sophie. « Je vais le faire. » Il hurla, les yeux fous de terreur. « Je vais la tuer. Je jure devant Dieu, c'est de ta faute, tu as tout gâché. » Auguste, qui était sur le point d'achever le premier homme, se figea. Il était à 3 mètres. Trop loin. Camille Esserita. Elle regarda Brent, l'homme qu'elle avait craint pendant 2 ans. Sa main tremblante, ses yeux paniqués. C'était un rat pris au piège. « Tu as raison, Brent, » dit-elle, sa voix baissant, devenant aussi froide que la sienne. Il s'arrêta, confus. « Quoi ? » ?»« Je l'ai ruinée. » Elle fit un pas lent en avant. « Cette petite femme faible et parfaite que tu pourrais vider jour après jour. Tu es pathétique. Tu n'as jamais eu de pouvoir. Tu es un voleur. Et maintenant, regarde-toi. Toujours caché. Toujours en utilisant une femme comme bouclier parce que tu es trop lâche pour te battre. Je ne suis pas un lâche, rugit-il. Chaque mot une explosion de son orgueil narcissique blessé. C'était l'ultime blessure. Il oublia le couteau. Il oublia l'otage. Dans sa rage aveugle, il poussa Sophie au sol et se jeta non pas sur Auguste, mais sur elle. Je feiste tue. Il n'y est jamais parvenu. Auguste était une traînée noire. Il intercepta Brent en plein élan, le saisissant à la gorge et le soulevant d'une seule main du sol. L'ancien couteau tomba inutilement sur la mousse. Brent donna des coups de pied, ses mains griffant la prise de fer sur son cou, son visage devenant violet. Auguste le tenait, son bras ne tremblant même pas, et regarda Camille, qui aidait Sophie en sanglots à se relever. Ses yeux étaient froids, mais ils contenaient une question. « Il est à toi, Camille. Quel est son destin ?» Camille regarda l'homme qui l'avait hanté. Elle pouvait dire le mot, et il disparaîtrait. Un coup de poignet, une fin. Elle ne ressentait rien. Juste un vaste, froid, vide soulagement. « Je veux qu'il parte, » dit-elle, sa voix ferme. « Je veux qu'il oublie. » M'oublier. Oublier Sophie. Oublier tout cela. Je ne veux pas qu'il blesse qui que ce soit à nouveau. Auguste hocha la tête, un jugement miséricordieux. Il tourna toute son attention vers l'homme pendu et étouffant. Il ne resserra pas sa prise. Il parla simplement. Sa voix était un murmure. Mais elle résonna dans la crypte. « Tu n'es rien, » murmura Auguste. « Tu oublieras son visage. Tu oublieras son nom. Tu oublieras cette nuit. Tu es une page blanche. Tu partiras. » Il ouvrit sa main. Brent s'effondra au sol, inconscient. René et 2 autres silhouettes en costume sombre émergèrent des ombres. « Nettoyez ça, » ordonna Auguste. « Effacez leurs souvenirs, à tous. » Il désigna les membres du couvent.
Monsieur. Brent, il baissa les yeux avec dédain. Il se réveillera dans une gare routière d'un autre État, sans mémoire et avec une chance de devenir quelqu'un d'autre. Plus tard, de retour au manoir, Sophie dormait dans une chambre d'amis, son souvenir de la nuit habilement modifié en un flou d'une attaque aléatoire avec Camille comme sa féroce et courageuse sauveuse. Camille se tenait sur le balcon de la bibliothèque, la lumière de l'aube transformant le ciel en un violet contusionné. « Tu n'avais pas besoin de le frapper, » dit Auguste, venant se tenir à côté d'elle. « Je sais, » dit Camille. Elle regarda ses mains meurtries. « Mais j'en avais besoin. J'ai passé 2 ans à le laisser me frapper avec des mots, avec la peur. J'avais juste besoin de riposter une fois. » Elle se tourna vers lui. « Quand tu m'as amené ici pour la première fois, j'étais terrifiée. Je pensais avoir juste échangé une cage contre une autre. Celle de Brent était petite et laide. La tienne était belle et sûre, mais c'était toujours une cage. J'étais toujours ta chose protégée. Et maintenant ? Demanda-t-il, sa voix douce. Maintenant, je vois. Elle regarda le soleil levant. Elle, debout à côté d'une créature de la nuit, n'avait plus peur de l'obscurité. Tu ne m'as pas seulement sauvé, Auguste. Tu as fait quelque chose de beaucoup plus difficile. Tu m'as donné l'espace pour me sauver moi-même. Tu n'as pas pris mon pouvoir. Tu m'as donné la sécurité pour le trouver. C'était, pensa-t-elle, la leçon. La vraie force, le véritable amour, n'était pas une question de contrôle. Ce n'était pas une question de possession. Ce n'était pas une question de roi sauvant une demoiselle. C'était une question de partenariat. Il s'agissait de voir la force en quelqu'un quand il ne pouvait pas la voir en lui-même, puis de le protéger assez longtemps pour qu'il apprenne à se battre pour elle par lui-même. 6 mois plus tard, son nouveau studio, une remise convertie sur le terrain du manoir, était rempli de ses nouvelles œuvres. C'était sombre, oui, mais aussi vibrant, puissant et indéniablement le sien. Auguste était là, la regardant apporter les touches finales à un logo. Un signe élégant, ses ailes déployées, brisant une chaîne rouillée. « Le réseau du cygne », dit-elle. Il l'avait commencé 1 mois après cette nuit-là. Une organisation secrète. Utilisant la richesse d'Auguste, sa vitesse surnaturelle et sa capacité unique à effacer les problèmes, ils ont créé un nouveau type d'abri, un chemin de fer clandestin. Quand une ordonnance restrictive échouait, quand la police était trop lente, le réseau du cygne recevait un appel. Et en l'espace d'une seule nuit, une nouvelle vie commençait. Une personne disparaissait, était relocalisée, protégée et recevait la seule chose dont Camille avait le plus besoin. Un endroit sûr pour guérir. Elle leva les yeux vers Auguste, qui la regardait avec une expression d'amour ouvert et sans défense. Elle n'était pas sa prisonnière. Elle n'était pas son animal de compagnie. Elle était sa partenaire. Camille Surratt. Elle avait appris que les pires monstres ne sont pas ceux qui ont des crocs. Ce sont eux qui marchent au soleil, ceux qui murmurent que tu es petit, faible et sans valeur. Et elle avait appris que la plus grande magie de n'importe quel monde est l'acte simple, terrifiant, glorieux de choisir de croire qu'ils ont tort.